Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce numéro 3 du complément, numéro dans lequel nous allons revenir sur un résultat assez remarquable autour des espaces vectoriels normés. J'ai nommé le théorème de Riss. Donc, si j'ai un R ou un C espace vectoriel normé, nous avons l'équivalence suivante. La boule unité fermée est compacte si et seulement si l'espace vectoriel est de dimension finie. Je trouve ça assez remarquable d'avoir cette équivalence quand même, parce que bon, il y a peut-être un sens qui peut vous paraître évident, surtout si vous avez des connaissances de deuxième année de classe préparatoire, c'est notamment le sens réciproque. Si vous avez un espace vectoriel de dimension finie, on vous a habitué à dire que si vous avez un ensemble fermé borné, alors il est compact. Et donc c'est pas trop délirant, le sens réciproque, c'est juste une application d'un réflexe qu'on a acquis en deuxième année de classe préparatoire. Bien que savoir le redémontrer, c'est quand même quelque chose qu'il faut peut-être pratiquer. Mais ce qui est vraiment très intéressant, c'est le sens direct. Vraiment, le fait d'avoir une information sur un ensemble bien plus petit que l'ensemble de départ permet de tirer une information sur un ensemble bien plus grand et une information qui semble assez différente quand même parce qu'on part d'une compacité d'ensemble pour arriver à une dimension d'un autre espace vectoriel. C'est quand même, moi je trouve ça assez surprenant comme type de résultat et j'espère que ça vous surprend également. Et donc c'est là où je trouve vraiment l'intérêt de ce théorème de Riss, cette caractérisation via cette compacité de la boule unité fermée, qui pourtant a priori recèle peu d'informations, mais qui permet quand même d'extraire des informations sur l'espace vectoriel plus grand. C'est pas le seul résultat dans lequel on peut voir justement ce type de choses apparaître, le fait de pouvoir tirer une information sur l'ensemble très grand à partir d'une information sur un ensemble plus petit. C'est pas, bien sûr, c'est pas le seul résultat, mais je pense que ce qui est aussi assez surprenant, c'est vraiment cette différenciation d'informations, d'un côté la compacité, de l'autre côté la dimension. Et je trouve ça, je trouve ça assez remarquable. Bref, je veux revenir sur ce résultat, et je dis bien revenir sur ce résultat, car c'est un résultat qu'on a déjà croisé lors d'un précédent numéro d'Exode-Call. J'ai nommé l'Exode-Call numéro 10. Et donc je vais vous rappeler la preuve de ce résultat. Alors, quand je dis vous le rappeler, je vais vous rappeler que à l'oral. Si vous voulez voir plus de détails, je vous invite à aller de nouveau, ou à aller voir cet Exode-Call et la résolution complète avec tous les détails qu'il faut. Okay, là, je vais vous faire brièvement l'idée de la preuve de ce théorème que j'ai déjà proposé dans cet Exode-Call. Alors, le sens indirect, c'est la première chose qu'il faut penser faire, et bien se fait via Bolzano-Weierstrass. L'idée est la suivante, vous prenez un ensemble de vecteurs dans votre boule unité fermée. Ces vecteurs-là, il se trouve que chacune des composantes, donc cette suite-là, si je regarde chacune des composantes, les composantes vont former des suites de réels ou de complexes qui vont être bornées. Et donc là, je peux appliquer le théorème de Bolzano-Weierstrass à tour de bras, étape par étape, pour faire en sorte que de la suite de vecteurs que j'ai, je peux extraire une sous-suite telle que la première composante converge. Puis de cette nouvelle suite, je peux extraire une nouvelle suite de vecteurs telle que les deux premières composantes convergent, etc., etc., jusqu'à faire en sorte que finalement, j'ai réussi à extraire de ma suite de vecteurs au départ une suite qui converge complètement, en faisant en sorte que ça converge pour chacune des composantes. Donc voilà l'idée de la preuve dans le sens réciproque. Maintenant, dans le sens direct, ce que je vous avais proposé comme preuve, c'était une preuve par l'absurde, en utilisant la compacité selon Bolzano-Weierstrass. Donc, je rappelle que la compacité selon Bolzano-Weierstrass, c'est celle qu'on vient d'utiliser il y a quelques instants par rapport au théorème de Bolzano-Weierstrass. C'est de dire qu'un ensemble est compact si et seulement si de n'importe quelle suite d'éléments dans cet ensemble, je peux extraire une sous-suite qui converge dans cet ensemble. Donc c'est ça la compacité selon Bolzano-Weierstrass. Et donc l'idée était de lancer une preuve par l'absurde en supposant finalement, ou plutôt montrer la contraposée, après ça va vous de voir comment vous le voyez la chose là, mais je pourrais dire, je pense que c'est plutôt une preuve par l'absurde parce que je vais supposer que l'ensemble est compact. Mais je vais supposer que l'ensemble est compact et je vais supposer que l'espace vectoriel est de dimension infinie. Comme l'espace vectoriel est de dimension infinie, je peux trouver une suite de vecteurs En tels que les vecteurs de E1 jusqu'à En forment une famille libre pour tout n. Et tous ces vecteurs-là sont de normes égales à 1, ou voire même inférieures ou égales à 1, peu importe. Je peux renormaliser pour avoir des vecteurs qui sont là-dedans. Bon, très bien. Et puis, qu'est-ce que je vais faire à partir de cette suite de vecteurs, malheureusement, je n'ai pas de contrôle du tout là-dessus. Je sais juste qu'il existe une suite de vecteurs, mais je ne sais pas du tout quelle est la forme de cette suite de vecteurs. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire une nouvelle suite de vecteurs qui se construira d'une manière assez analogue à l'utilisation de l'orthonormalisation de Gram-Schmidt. Donc, je dis bien orthonormalisation de Gram-Schmidt.
Le problème c'est qu'on ne peut pas vraiment faire de l'orthonormalisation de Gram-Schmidt parce qu'on n'a pas un produit scalaire, on a plutôt des normes. Mais c'est pas grave, on peut quand même construire une famille de vecteurs, F1 jusqu'à Fn, de façon à ce que le nouveau vecteur, disons Fn plus 1, soit tel que la distance entre Fn plus 1 et l'espace vectoriel engendré par les précédents vecteurs soit supérieure ou égale à 1. C'est ça essentiellement l'idée de la construction. On va essayer de construire une suite de vecteurs, un peu de manière équivalente à faire de l'orthonormalisation de Gram-Schmidt, de façon à ce que les vecteurs Fi soient toutes de distance supérieure ou égale à 1. L'idée c'est à peu près ça. Et à partir de là, ces Fi, je les normalise, je me retrouve donc dans la boule unité fermée, que j'ai supposée compacte. J'utilise la propriété de Bolzano-Weierstrass qui me dit, de cette suite de vecteurs, je devrais pouvoir extraire une sous-suite qui converge. Mais problème, si cette sous-suite convergeait, cette sous-suite devrait respecter le principe de Cauchy, donc ça doit être une suite de Cauchy, c'est-à-dire que les vecteurs, plus n grandit, plus les vecteurs devraient se rapprocher. Malheureusement, comme on a fait une construction de vecteurs de façon à ce que les vecteurs soient distancés d'au moins 1, cette propriété ne pourra pas être vérifiée. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas une suite de Cauchy. Donc on a une suite qui converge alors qu'elle n'est pas de Cauchy, donc on a une contradiction. Et voilà, cela nous amène à dire que l'espace vectoriel est de dimension infinie, implique que la boule unité fermée ne peut pas être compacte. Et donc voilà comment je vous avais proposé une preuve de ce théorème, à travers cet exode col numéro 10. Aujourd'hui, je vais vous proposer une nouvelle preuve du sens direct. Cette fois-ci, je ne vais pas faire une preuve par l'absurde, mais je vais utiliser une preuve qui est liée à quelque chose que je vous ai raconté lors du dernier épisode du complément. Et donc j'y fais référence car je vous invite fortement à aller jeter un coup d'œil si ça ne vous parle pas. Dans ce numéro, je vous avais parlé d'une équivalence entre deux notions de compacité. D'ailleurs, vous remarquerez que j'ai fait mention de compacité selon Bolzano-Weierstrass, mais en effet, il existe une autre notion de compacité qui est la compacité selon Borel-Lebesgue. Et ce qu'on a démontré dans le complément numéro 2, c'est que les deux notions de compacité sont équivalentes pour peu qu'on travaille dans un espace métrique. Donc un espace topologique, disons, muni d'une distance, d'une métrique. Et donc ici, un espace vectoriel normé, c'est un espace métrique. Donc ça veut dire que les deux notions de compacité sont équivalentes. Alors peut-être pour rappel, donc Bolzano-Weierstrass, comme je l'ai dit, ça veut dire, donc, compacité selon Bolzano-Weierstrass, ça veut dire que dans l'ensemble, si je prends une suite d'éléments dans l'ensemble, je peux extraire une sous-suite qui converge dans l'ensemble. Et Borel-Lebesgue dit la chose suivante, si j'ai un recouvrement d'ouvert de l'ensemble, je peux en extraire un sous-recouvrement fini. Donc un recouvrement, ça veut bien dire j'ai un ensemble ouvert tel que l'union contient l'ensemble que je veux voir. Donc de n'importe quel recouvrement qui vérifie cette propriété, je peux en extraire un sous-recouvrement. Donc je peux prendre un sous-ensemble d'ouvert parmi l'ensemble d'ouvert que j'avais pris au départ. Peu importe la forme de l'ensemble d'ouvert que j'avais au départ, je peux en extraire un sous-ensemble fini, qui va encore une fois recouvrir l'ensemble. Donc c'est ça la notion de compacité selon Borel-Lebesgue. Et donc tout l'objet du complément numéro 2, c'était de vous démontrer cette équivalence dans le cadre des espaces métriques. Et donc en particulier pour les espaces vectoriels normés. Bon, et donc je vais vous proposer une preuve du sens direct, une nouvelle preuve du sens direct, utilisant un jeu entre ces deux notions de compacité. Donc on va en fait utiliser les deux notions de compacité. On va utiliser la notion de compacité selon Borel-Lebesgue et la notion de compacité selon Bolzano-Weierstrass dans la même preuve. Et ça, je trouve ça vachement joli. Et en plus de ça, ça nous évitera de faire une preuve par l'absurde. C'est-à-dire que ce qui va être aussi assez surprenant, c'est qu'on va faire une preuve en partant du fait que cet ensemble est compact pour montrer que l'espace vectoriel est de dimension finie. Ça, je trouve ça assez surprenant. On ne va pas expliquer pourquoi ça ne marche pas, on va expliquer plutôt pourquoi vraiment ça marche. Et je trouve assez remarquable ce fait-là également. Alors ok, je suis parti pour vous faire cette preuve. Je ne vais pas revenir dans le sens indirect, car comme je l'ai expliqué, le sens indirect, c'est simplement l'utilisation de Bolzano-Weierstrass à tour de bras. Et en utilisant Bolzano-Weierstrass, on conclut vraiment ce sens indirect. Il n'y a pas grand-chose à dire. Maintenant, je vais vraiment m'attaquer dans le sens direct, jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc, pour ce sens direct, comme je l'ai dit, on va supposer que la boule unité fermée est compacte. Et donc,
comme les deux notions de compacité sont équivalentes, hein, bien sûr, dire que l'ensemble est compact, il n'y a pas d'ambiguïté, hein, c'est compact selon les deux notions, parce que les deux notions sont équivalentes. Et donc, compact selon les deux notions, ça veut dire que c'est compact selon Borel-Lebesgue. Et là, je vais l'utiliser tout de suite, car c'est... Là, a priori, quand je parle de ça, j'ai pas énormément d'informations, mais par contre, si j'essaie d'utiliser Borel-Lebesgue, je vais commencer à avoir des informations. Et comment je vais utiliser Borel-Lebesgue? Ce qu'il faut, c'est que je donne un recouvrement par des ouverts de cet ensemble-là, et grâce à ça, je devrais pouvoir en extraire un sous-recouvrement infini qui pourrait m'être très utile pour la suite des opérations. Bon. Alors maintenant que je vous ai donné cette idée, la question c'est qu'est-ce qui va jouer le rôle des ouverts? Eh bien, si on y réfléchit un petit peu, une bonne idée, ça pourrait être de construire en fait une famille d'ouverts, de boules ouvertes, centrées en chacun des éléments de la boule fermée, et puis d'un rayon, alors bien sûr un rayon raisonnable, c'est-à-dire un rayon pour lequel on peut commencer à faire des choses, à construire des suites ou des choses comme ça qui pourraient être intéressantes pour ensuite utiliser la compacité selon Bolzano-Weierstrass. Et une bonne idée possible, hein, on peut changer bien sûr le rayon de la boule ouverte que je vais proposer, mais ici les boules ouvertes que je vais prendre, ce seront des boules ouvertes de rayon 1,5. Je pourrais prendre n'importe quelle, a priori je pense que je pourrais prendre n'importe quelle boule ouverte de rayon alpha, tant que alpha est strictement inférieur à 1. Je pense que ça peut marcher, mais bon, juste pour le côté pratique de la preuve, je vais essentiellement le faire pour un rayon égal à 1,5. Donc, la chose remarquable ici, c'est que si je m'amuse à faire l'union pour x dans la boule fermée que je suis en train d'étudier, et que je regarde l'union donc des boules ouvertes centrées en x de rayon 1,5, ceci me donne un recouvrement d'ouvert de la boule unité fermée. Donc c'est-à-dire que la boule unité fermée est incluse dans ce recouvrement d'ouvert que je propose. Ce recouvrement d'ouvert qui est quelconque a priori et qui pourrait être infini, c'est pas un problème du tout par rapport à la propriété de Borel-Lebesgue. Donc ça veut dire que de ça, je peux extraire un sous-recouvrement fini. Donc voilà, donc c'est ce que je vais dire. Donc via la compacité BL, il existe un ensemble fini de X. Donc disons X1 jusqu'à XR. Donc il existe un ensemble fini de vecteurs finalement dans la boule fermée centrée en 0 de rayon 1, tel que, eh bien en fait je peux dire que l'union pour I allant de 1 à R des boules centrées en XI de rayon 1,5, eh bien ça va être inclus, ça va contenir, c'est ça que je veux dire plutôt, ça va contenir la boule unité fermée. Et en fait, le but du jeu maintenant, puisque là on arrive à extraire un sous-ensemble de vecteurs fini, c'est pas totalement déraisonnable de penser que finalement l'espace vectoriel pourrait être engendré par ces vecteurs-là. Et ça va être tout l'enjeu de la suite. Je vais vous démontrer qu'en fait, les vecteurs qui sont ici, hein, x1, xr, vont engendrer un espace vectoriel qu'on pourrait appeler f pour l'instant. Et le but du jeu, c'est de montrer que f, c'est en fait égal à e. Voilà ce qu'on va faire. Donc, posons f égale vect des xi. Et on veut montrer que f est égal à e. Voilà donc l'objectif qu'on va se fixer. Et pour atteindre cet objectif, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va étudier les vecteurs qui sont dans la boule fermée centrée en 0 de rayon 1. Et une fois qu'on aura étudié ce cas-là, on pourra étudier n'importe quel cas, donc c'est-à-dire le cas général où j'ai un vecteur dans E qui est non nul. On verra qu'on pourra montrer que c'est un élément qui est nécessairement dans F. Donc je vais commencer par étudier un vecteur qui est là-dedans. Donc, soit, je sais pas, on va l'appeler U, un vecteur dans la boule unité fermée de rayon 1. Je sais que cette boule unité fermée est incluse là-dedans. Donc ça veut dire que le U qui est ici, je sais qu'il existe un vecteur, enfin, je sais qu'il existe un xi, c'est ça que je veux dire, je sais qu'il existe un xi, un vecteur xi, tel que U appartient à la boule
centré en xi de rayon 1,5. Il existe un i entre 1 et r, tel que, en fait, U appartient à la boule ouverte de centre xi et de rayon 1,5. Ok? Et donc, si je m'amuse à faire U moins xi, je me retrouve alors avec un vecteur qui va être centré en 0 de rayon 1,5. Enfin, de rayon 1,5. Donc du coup, je peux dire alors, ainsi U moins xi appartient à la boule unité, là cette fois-ci ouverte, centrée en 0 de rayon 1,5. Ok. Et donc, qu'est-ce que ça permet de dire? Ça permet de dire la chose suivante, et ça va être assez remarquable, c'est qu'en fait, on peut écrire que U peut s'écrire alors xi plus un autre vecteur qui va appartenir à la boule unité fermée. Vous allez voir, là je vais écrire en fait ça, donc j'ai xi plus 1,5 de z1, disons. Ok, avec Z1, un élément de la boule unité fermée, puisque bon, normalement c'est dans la boule unité ouverte. Prendre la boule unité fermée, c'est prendre l'adhérence, donc automatiquement si je prends l'adhérence d'un truc ouvert, le truc ouvert est inclus dans le truc fermé. Ok, donc je peux affirmer déjà que mon vecteur U peut s'écrire un certain vecteur xi plus 1,5 fois un vecteur qui appartient à nouveau à la boule fermée en centrant en 0 de rayon 1. Alors, vous voyez peut-être pas tout de suite ce qui se passe, mais en fait, ce que je peux faire, c'est que je peux itérer ce que je viens de faire. C'est-à-dire que là, maintenant, j'ai Z1 qui est dans la boule unité fermée, je peux recommencer l'opération sur Z1. Et vous allez voir quelque chose qui va se profiler de très intéressant. Hop. Donc si je recommence l'opération sur Z1, je vais pouvoir dire qu'il va exister, alors bon, peut-être que je vais mettre des indices, permettez-moi, je vais dire, ici on va dire xi1, comme ça j'ai xi1, voilà. Donc si je recommence pour, donc il existe i1 peut-être, je sais plus où est-ce que, oui. Ok, donc là, je vais pouvoir dire qu'il existe i2, ok, tel que, en fait, Z1 appartient à la boule centrée en xi2 de rayon 1,5. Ok? Et grâce à cette opération, je vais pouvoir écrire que U, c'est la même chose que xi1 plus 1,5 xi2 plus 1 quart de Z2. Où Z2, c'est juste la différence entre Z1 et ce xi2. Avec un multiplié par 2. Donc voilà, du coup, avec Z2 qui va être encore une fois un élément de la boule fermée centrée en 0 de rayon 1. Et puis là, normalement, vous devriez avoir compris, je peux réitérer l'opération autant de fois que je veux par récurrence. Eh bien, je sais qu'il va exister I1, I2 jusqu'à IN. Ok, donc je sais qu'il va exister ces choses-là, appartenant à... donc pour tout n, du coup, donc par référence, pour tout n entier naturel non nul, il va exister I1, I2 jusqu'à IN qui appartient aux indices compris entre 1 et R. Potentiellement, il y en a quelques-uns qui peuvent être égaux, c'est pas forcément gênant, mais on a ça, tel que, eh bien je peux écrire que U, c'est égal à xi1 plus 1,5 xi2 plus 1 quart xi3, plus blablabla, plus, je vais arriver alors à, si je ne fais pas de bêtises, 1 sur 2 puissance n-1 xin, si je ne fais pas de bêtises, c'est ça, puis après, plus 1 sur 2 puissance n zn. Donc il existe ça et il existe zn dans la boule fermée centrée en 0 de rayon 1. Ok, donc là c'est vraiment
Je la fais pas, c'est vraiment une preuve par récurrence. Si vous avez compris ce qui s'est passé, donc la première étape, si vous avez compris la première étape, puis la deuxième étape en remplaçant Z1 par quelque chose du même style, bah, je pense que vous devriez comprendre comment la preuve par récurrence va fonctionner. Donc j'ai pas besoin, je pense, de vous faire le détail là-dessus. Mais maintenant, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, on peut se rendre compte que si je regarde tout ce qu'il y a ici, je me rends compte que le vecteur qui est ici, c'est un vecteur qui appartient à f. Ça, je peux le dire. Donc en fait, là, je me retrouve avec quoi, en fait, de manière assez générale? Bah, je peux réécrire cette propriété en disant, pour n'importe quel entier naturel non nul, il existe un yn qui va appartenir à f et un zn qui appartient à la boule fermée centrée en 0 de rayon 1, tel que, eh bien, j'ai la chose suivante, je vais avoir... ok, donc je vais avoir... Alors, même plus précisément, hein, c'est pas juste dans f, c'est aussi dans f intersecté dans la boule unité fermée. C'est peut-être important de le dire, ça. Donc, c'est dans f intersecté dans la boule unité fermée. Je vais le dire, parce que c'est quand même dépendant des xi. Si on regarde vraiment bien, chacun des xi, ce sont des éléments dans la boule unité fermée. Et après, bah, j'ai la multiplication par 1/2, par 1/4, etc., qui m'assure en fait que finalement, le vecteur que je vais obtenir ici, bah, ça va être nécessairement un vecteur qui doit être pas trop loin. Donc, alors peut-être pas dans la boule unité fermée, je vais peut-être pas dire ça. Réfléchissons. Oui, bon, je pense qu'il y a un moyen de le justifier, donc je le justifierai peut-être après. Je vais peut-être le justifier après. Ok. Donc je vais dire ça. Pour n'importe quel, pour l'instant je vais le laisser comme ça. Tel que bah, U peut s'écrire YN plus 1/2, enfin 1 sur 2 puissance N Zn. Je vais l'écrire comme ça parce qu'il y a quand même un petit quelque chose à dire. Donc le YN, a priori, n'est pas forcément dans la boule unité fermée, mais par contre il va être dans la boule unité, enfin pas dans la boule unité, mais dans la boule centrée en 0 de rayon 2. En fait, c'est ça qui va se passer. Donc il faut que je justifie ça. Bon, je vais me permettre d'effacer. Donc c'est pour ça que pour l'instant, je ne vais pas préciser où est YN. De toute façon, on va pouvoir le retrouver. Hein, donc vous en faites pas, et c'est ce que je vais faire dès maintenant. En fait, ce que je peux donc remarquer, c'est que bah, je vais avoir la norme de YN. Donc le YN, ok, eh bien, ça va être égal à la norme de tout simplement U moins 1 sur 2 puissance N Zn. J'utilise l'inégalité triangulaire pour dire que c'est la norme de U plus 1 sur 2 puissance N norme de Zn. Et c'est là où je dois me rappeler que U était un vecteur dans la boule unité fermée et Zn est également un vecteur dans la boule unité fermée. Donc cela me permet de dire que c'est inférieur ou égal à 1 plus 1 sur 2 puissance N, et donc finalement inférieur ou égal à 2, pour tout N. Donc voilà, alors du coup ça veut dire que j'ai une suite de vecteurs, les YN, qui sont dans un espace vectoriel F qui est de dimension finie, qui est borné. Et bien grâce à ce qu'on a démontré, alors je ne l'ai pas refait, mais grâce à la démonstration du sens réciproque, eh bien je peux dire que je peux extraire de YN une sous-suite qui converge. Ok, très bien, alors je vais faire ça. Donc, je vais faire ça, donc j'ai YN, alors YN est une suite de vecteurs dans F, qui est de dimension finie, et borné. Borné par 2. Ok ? Et donc bah, ça veut dire que je peux appliquer Bolzano-Weierstrass ici, donc grâce au sens réciproque. Via le sens réciproque, on sait que F inter la boule unité, enfin, la boule pas unité cette fois-ci, mais la boule centrée en 0 de rayon 2, bah ça c'est un compact.
parce que c'est un fermé borné, hein, n'importe quel espace, n'importe quel sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel plus grand, donc un sous-espace vectoriel de dimension finie, je dois préciser, dans un espace vectoriel plus grand est fermé. Donc je vais avoir ce truc-là, très bien. Donc ça c'est fermé. Je précise que c'est fermé parce que vraiment, f ici est un espace vectoriel de dimension finie. Donc quand je prends un sous-espace vectoriel de dimension finie dans un espace plus grand, ce sous-espace vectoriel est fermé. Donc, et là, c'est pas trop difficile de s'en convaincre. Donc j'ai ça, très bien. Et qu'est-ce que j'allais dire? Bah du coup, fermé, donc j'ai un fermé borné dans un espace de dimension finie, ça va impliquer que c'est compact. Donc, et donc, compact. Et par cette compacité, je peux utiliser la compacité de Bolzano-Weierstrass. Donc c'est ce que je disais, j'utilise les deux compacités. Hop. Via la propriété de Bolzano-Weierstrass, il existe une fonction extractrice, donc une fonction qui va de n vers n, donc ici n étoile vers n étoile plutôt, strictement croissante, telle que, eh bien, y phi n converge. Alors disons converge vers y. Et ce y doit appartenir à f inter la boule centrée en 0 de rayon y appartient à f inter la boule centrée en 0 de rayon 2. Mais ce qui m'importe encore plus, c'est surtout que la limite appartient à f. Je pense que c'est ça qui m'importe le plus. Et maintenant la question c'est, en fait, ok, j'ai la suite y qui tend vers 0, très bien. Et la suite Zn, là, le truc 1 sur 2 puissance n Zn, ça converge vers quoi? Ben ça converge vers 0. Hein. Et ça, c'est pas très dur de s'en convaincre. Hein. Donc, or, la norme de 1 sur 2 puissance n Zn, ben je sais qu'elle est inférieure ou égale à 1 sur 2 puissance n, et ça tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Donc ça veut dire que cette suite de vecteurs tend vers 0. Mais cette suite de vecteurs peut s'écrire comme la différence entre x et yn. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que bon, x, y, n, après je peux le remplacer par la sous-suite qui converge, hein, qui m'intéresse un peu plus. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, x égale y. Et j'ai alors terminé, x est égal à y, y je sais qu'il est dans f, donc ça veut dire, alors pas x, je sais pas pourquoi j'ai fait intervenir un x, c'est un u, hein, j'ai décidé de l'appeler u, excusez-moi, c'est u. Donc ça veut dire que u égale y, et donc u est un élément de f. Très bien, je viens donc de démontrer que n'importe quel élément de u, donc n'importe quel élément dans la boule unité fermée, est un élément finalement de l'espace vectoriel f qui était engendré par les xi, qu'on avait pu obtenir grâce à l'extraction d'un sous-recouvrement fini à un recouvrement d'ouvert qu'on avait choisi au préalable. Et ben voilà, on a donc terminé déjà une grosse partie de la preuve. Reste une toute dernière partie de la preuve qui va être assez simple. C'est maintenant, ok, là je viens de traiter le cas de figure où le vecteur est dans la boule unité fermée. Qu'en est-il si j'ai un vecteur qui n'est pas dans la boule unité fermée? Eh bien voilà, qu'est-ce qui va se passer? Soit U, un élément cette fois-ci qui est dans E sauf 0. Bon, si c'est 0, évidemment on est dans la boule unité fermée, donc ça c'est pas très intéressant. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que je peux normaliser le vecteur. Donc si je normalise le vecteur, je sais que ce truc-là, c'est dans la boule unité, donc ça appartient, c'est pas inclus, ça appartient à la boule unité fermée. Et d'après ce qui précède, on a alors que U sur la norme de U appartient à l'espace vectoriel F. Et comme F est un espace vectoriel, si je multiplie un vecteur de F par n'importe quel scalaire, je me retrouve encore avec un vecteur de F. Donc comme F est un SEV, on a que U doit appartenir à F. Il suffit de multiplier donc par la norme de U. Bon voilà, qu'est-ce que je viens de démontrer? Je viens donc de démontrer que E est inclus dans F. Hein. Mais c'était assez évident que F soit inclus dans E. Hein, c'est par construction.
Donc évidemment, on conclut alors que F égale E. Et donc on a démontré ce qu'on voulait démontrer, c'est-à-dire que E est un espace vectoriel de dimension finie. Car finalement, E se retrouve être un espace vectoriel engendré par les xi qui viennent de l'extraction d'un sous-recouvrement fini de mon recouvrement d'ouvert au tout début. Bon voilà, je vous ai donc refait la preuve, mais cette fois-ci, une preuve assez différente, vraiment, je trouve très différente finalement, très différente de la preuve que je vous avais proposée dans l'exo de colle numéro 10, de ce sens direct, qui, encore une fois, je trouve très surprenant et très intéressant. Et là, vraiment, ce qui m'intéresse beaucoup dans cette preuve, c'est le fait qu'on utilise les deux notions de compacité. Cette petite construction qui permet d'utiliser les deux notions de compacité, donc d'un côté, Borel-Lebesgue en extrayant d'un recouvrement d'ouvert un sous-recouvrement fini, et de l'autre côté, le Bolzano-Weierstrass, le côté où j'ai une suite d'éléments qui sont dans un compact. Alors je dois pouvoir extraire une sous-suite qui converge. Donc c'est quand même, moi je trouve ça assez fort comme truc, assez surprenant. Et puis voilà, du coup je pense avoir terminé ce qu'il fallait faire. Je n'ai pas grand chose d'autre à ajouter, je trouve que voilà, ça c'est un super résultat, encore une fois un résultat assez remarquable. Et je voulais vous proposer donc cette nouvelle preuve qui sort un petit peu de l'ordinaire et qui utilise cette notion de compacité de Borel-Lebesgue. C'est pour ça que j'avais fait donc un numéro 2 sur les deux notions de compacité, c'était vraiment pour vous donner l'accessibilité à ce résultat-là, si vous aviez jamais vu ou jamais entendu parler du résultat de Borel-Lebesgue. Et comme je vous ai refait l'équivalence entre ces deux notions de compacité, j'ose espérer maintenant que vous pouvez apprécier davantage cette nouvelle preuve donc, de ce sens direct du théorème de Riesz. Vraiment voilà, moi je trouve ça super joli et donc je voulais vous partager ça. Bon, sur ce, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par cette vidéo ou par le contenu de la chaîne de manière un peu plus générale. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cette vidéo. Comme d'habitude, ici ce sera pour me soutenir, ici ce sera pour vous abonner. Et puis de nouvelles vidéos vont s'afficher pour continuer à faire le tour de la chaîne. Sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!